Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait les directs tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Partagez, commentez, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonjour DGM TV, j'espère que ça va, j'espère que toutes les communautés qui nous suivent vont aussi bien. Je suis du Congo Brazzaville, plus précisément de Pointe-Noire, et je viens raconter une petite histoire qui s'est produite ici il y a de cela 5 ou 6 ans. C'est une histoire que nous avons vécue et qui a traumatisé beaucoup de gens. Donc, c'était à l'aéroport de Pointe-Noire. Il y avait un vol qui venait d'atterrir et il y avait un monsieur. Il était, je pense, un sud-africain, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un étranger. Ce n'était pas quelqu'un d'ici ou d'à côté. Donc, il est arrivé et il est tombé sur 2 hôtesses de l'air qui étaient aussi amies. Donc, il y avait une hôtesse de l'air de teint clair et une de teint un peu sombre. Donc il s'approche de celle au teint clair et il commence à lui faire la cour. En voyant qu'elle était plutôt intéressée, il lui tend sa carte et une somme de 100 000 francs CFA. Donc il lui dit de lui rejoindre à son hôtel, là où il était logé, le lendemain à midi. Il dit à la dame, viens à midi pile, soit à l'heure. Donc il s'en va. Sa copine à côté, en voyant que le monsieur avait donné de l'argent et que c'était une grosse somme, 100 000 francs CFA, elle s'est dit, waouh, ça là, c'est un bon pain. Donc elle dit, elle conseille sa copine, non, faut partir au rendez-vous, tout ça, faut aller. S'il te donne 100 000 pour le transport, ça veut dire qu'il te donnera encore plus et tout ça. Et sa copine qui avait déjà un rendez-vous le lendemain à la même heure avec son petit ami lui dit, non, moi je ne peux pas aller. Je priorise d'abord mon petit ami. Donc j'irai à mon rendez-vous. Soit après ça, je vais aller au rendez-vous de ce monsieur-là. Sinon, bon, j'irai n'importe quand. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle prend l'argent et la carte, elle met dans son sac. Donc sa copine, voyant que c'était une chance inouïe, elle s'est dit non, 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 je ne peux pas laisser passer ça. Donc elle récupère la carte de visite dans le sac de son ami. Et le lendemain, à 11h, elle se pointe à l'hôtel en question. Elle demande à voir monsieur Untel. La réception appelle monsieur Untel pour confirmer s'il a réellement un rendez-vous. Lui est étonné, il se dit mais j'avais rendez-vous à midi, j'avais randonné la dame à midi. Bon écoutez, faites-la monter. Donc l'ami en question monte et devant la chambre de monsieur qui dit non mais c'est pas toi que j'ai appelé. La dame dit si c'est moi. Il dit non non c'est pas toi que j'ai appelé. J'ai appelé ta copine, je l'ai bien vue. Je sais ce que j'ai vu en elle. Ce n'est pas toi. Elle insiste, dit mais oui, moi aussi je peux faire la même chose, t'inquiète pas. Je fais tout ce que tu veux, je te prends où tu veux, tout ça là. Le monsieur dit c'est pas toi. Tu peux partir. Dis à ta copine de venir, ce n'est pas toi. Elle dit non, c'est moi aussi je peux faire, elle n'est pas disponible, tout ça, tout ça. Elle commence un peu à parler, à vouloir convaincre le monsieur. Et le monsieur, il dit bon, d'accord, tu veux venir, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres, une fois que tu rentres, ça, tu ne ressors plus. Hein. On est bien d'accord. Il dit non, mais t'inquiète pas. Donc le monsieur lui cède le passage. Elle rentre. Quand elle rentre dans la chambre, elle s'installe. Elle voit que la chambre est belle. C'est une belle suite et tout. Elle est émerveillée.
Donc, elle décide de se déshabiller. Tout le monsieur lui dit non, mais tu fais quoi? Ne te déshabille pas, hein. Elle dit oui, mais je vais me déshabiller, je vais m'apprêter pour toi. Le monsieur dit non, 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 moi, c'est pas ça mon plaisir, j'ai un autre plaisir. Le monsieur s'installe sur la chaise, il soulève le pantalon et sur son pied, il y avait une plaie dégoulinante de pus, d'asticots pourris. La peau a changé de couleur. C'est-à-dire que ça puait, il y avait une senteur, mais alors là, pas possible. Une plaie, mais en profondeur. Et la dame, elle était choquée. Et là, elle sursaute et dit, mais comment une personne avec une telle plaie peut encore être vivante? Et là, elle se rend compte que je suis dans quelque chose de surnaturel. Là, elle commence à pleurer, elle commence à trembler. Et le monsieur lui dit, non, 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 tu n'as rien à faire à part lécher cette plaie. Tu n'as pas le droit de crier, tu n'as pas le droit de sortir d'ici tant que tu ne finis pas. Tu me lèches la plaie là correctement de fond en comble. Je ne veux plus rien voir. Tout asticot, tout le pus qu'il y a, tout le sang, tout l'eau qui sort de la plaie. Tu m'avales ça. C'est soit tu fais ça, soit tu meurs. Et le monsieur sort une arme et tend l'arme vers la fille. Il dit soit tu fais ce que je te demande de faire, soit je te tire une balle et on n'en parle plus. Elle était obligée. Elle l'a fait, elle a léché toute la plaie là, tout ça là. Et à la fin, il a pris 500 000 et il lui a remis. Ne sachant pas que c'était un peu l'argent pour ses funérailles. Donc elle prend l'argent, elle sort, elle part, elle appelle sa copine, elle dit à sa copine, tu es où? Sa copine qui dit, mais j'ai fini avec mon petit ami, là je vais me rendre maintenant au rendez-vous du monsieur à l'hôtel en question. Elle dit, non, 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 ne pars plus, viens, 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 rejoins-moi, rejoins-moi. Je suis dans tel maquis là et tout ça. Sa copine lui dit, mais comment ça? Rejoins-moi, rejoins-moi. Et son ami la rejoint donc dans le maquis. Mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, elle explique à sa copine, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais il m'a remis de l'argent. Avec cet argent, on va faire beaucoup de choses, tout ça, tout ça. Sa copine lui dit, ah, tu allais faire ça vraiment? Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc elle a tout expliqué à sa copine. Elle a dit, mais j'étais obligée parce que je suis arrivée là-bas, je ne savais pas que c'était ce qu'il voulait me demander de faire et tout. Et sa copine, et elle a voulu convaincre un peu sa copine avec de l'argent. Donc, elles ont commencé à boire, 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 boire. Et à un moment donné, elle ne se sentait pas bien. Elle est allée aux toilettes, elle a commencé à vomir, vomir, vomir. Elle a commencé à vomir du sang, et elle est tombée. Et les gens sont venus la ramasser, et on l'a pris, on l'a amenée à l'hôpital. Le temps qu'on l'a amenée à l'hôpital, son ventre est en train de gonfler, 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 gonfler. Mais vraiment, son ventre, vraiment bien ballonné là, gonflé, mais quelque chose de mystique quoi. Et à l'hôpital, on a dit, mais ça là, c'est pas le cas de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Et sa copine était obligée d'expliquer que bon, voici ce qu'elle m'a rapporté, voilà, 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 voilà. Donc voilà l'histoire. C'est un peu pour sensibiliser et pour dire que nous les femmes qui sommes toujours avides et jalouses, envieuses, parce que l'autre a eu un bon monsieur ou un bon ceci, on est toujours là à vouloir précipiter nos chances ou voler les chances des autres, ne sachant pas que ce ne sont pas des chances, c'est des malchances plutôt. Parce que si réellement son ami était allé, peut-être que, qui sait ce qui allait se passer, peut-être que c'est son ami qui allait vivre cette expérience-là, ce drame-là. Donc voilà un peu. Et merci beaucoup de sensibiliser les gens à travers ta chaîne et les histoires que tu partages. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Il y a bonjour encore les gars, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez avoir la chance de me suivre. C'est encore moi, votre frère Bouya du Congo. Je suis revenu pour la deuxième histoire. J'espère ne pas être vraiment très long. C'est l'histoire d'un jeune homme très riche qui est parti épouser une très très belle femme. Et ce qui s'est passé, c'est que il avait ces histoires quoi.
Lorsqu'ils se sont mariés, tout allait vraiment très très bien. La femme était heureuse. C'était bon quoi. Mais après quelques mois de mariage, la femme a remarqué que, oh shit, il y a des clients qui m'appellent. Yeah, I'm sorry. La femme a remarqué que le mari, à chaque nuit, vers 2 heures du matin, le mari sortait la nuit à 2 heures du matin. Il allait au salon jusqu'à 6 heures du matin. Et il revenait, il dormait un peu. À 8 heures, il se lève, il part faire sa journée et il retourne et tout et tout. Mais tout était très bien, tout était nickel. La maison propre, une très bonne vie. Vous avez la classe, l'aisance et tout quoi. Et la femme était vraiment très jalouse. Et elle a commencé à se poser des questions. Pourquoi mon mari, à chaque 2 heures du matin, il me laisse pour aller au salon, c'est-à-dire au salon, quand je dis les salons, c'est pas les salons de coiffure, je dis les restrooms, on appelle ça, salon, au salon quoi. Yeah. Et il ne revient qu'à 6 heures du matin. Lorsqu'il demande à son mari, mais quand tu te lèves à 2 heures du matin et que tu vas au salon, qu'est-ce que tu vas faire? Le mari dit non, ça fait partie de mon travail, je ne vais pas faire mes travaux et tout et tout. Il dit, oh, quel genre de travail ici? C'est tellement silencieux qu'il dit non, je travaille dans le silence, dans le calme, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, il y a mes ordinateurs là-bas et tout et tout. Ah, la femme commençait à s'inquiéter, il dit non, there is something wrong, this is phishing, this is wrong. Il, Elle s'inquiétait tellement que le parti parlait à son mari et à sa mère. La mère lui dit comment ça va? La mère la demande comment ça va et elle dit non ça va mais maman il y a quelque chose de pas net à la maison. La mère lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non mon mari depuis que nous nous sommes mariés à chaque nuit 2 heures du matin il se lève il va au salon. Il me laisse dans la chambre, il ferme la porte derrière, il me laisse dans la chambre jusqu'à 6 heures du matin et il revient. Le maman, la mère lui a demandé, lui a dit, mais as-tu déjà cherché à parler avec lui? Il dit non, il dit que c'est son travail. Il dit, mais puisque c'est son travail, qu'est-ce qu'il a dit, maman? Tous les jours, chaque nuit. Ok, la mère dit, ok, comme ça, va faire des double, va faire la double de la clé et cache-la. Lorsqu'il va fermer, tu essaies d'introduire l'autre clé, tu pousses un peu pour que l'autre là tombe et que tu ouvres, tu vas savoir ce qu'il fait. Elle dit ok. Elle fait comme sa mère l'avait dit, le jour, la journée, quand le mari va au travail, lui il va dans les, elle va dans les hardware, elle fait des double, elle fait la double de la clé, elle amène, elle cache sous les lits. Et comme d'habitude, le mari, à 2 heures du matin, il se lève, il porte la culotte et les cinglés et il va au salon et il ferme la porte derrière. La femme faisait semblant de dormir et se réveille. Elle vient lentement, doucement, quietly, sans faire de bruit. Elle prend l'autre clé, elle introduit la clé, elle pousse, l'autre, elle tombe et elle l'ouvre. Lorsqu'elle l'ouvre elle croyait que quand elle va ouvrir, c'est normal qu'elle se retrouve au salon. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte, elle s'est retrouvée dans un port. Dans un port, il y a des gros bateaux, des, des trains, les gens travaillaient, les gens portaient des sacs, il y avait plein de gens, plein de gens. Elle a voulu crier comme ça. Tout à coup, le mari lui voit. Le mari calme. Le mari
Le mari vient vite et le mari lui ferme la bouche. Le mari lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? What the fuck? Elle dit, mais j'avais... Le mari dit, ne parle pas, n'écris pas, ne dis pas un mot. Commence à travailler. La femme lui dit, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, va seulement prendre les sacs qui sont là-bas dans le bateau, va le mettre dans le train. Ne regarde personne droit aux yeux. Fais comme moi je suis en train de faire. La femme, il lui dit, si tu fais un bruit, tu vas mourir ici. Et c'est pas mon problème. Je t'avais dit de rester. Je t'avais dit que ça fait partie de mon travail. Tu n'écoutes pas. Suis-moi. La femme toute tremblante suit son mari. Elle porte des sacs. Le mari, il porte des sacs. Elle aussi porte des sacs. Elle porte des cartons. Le mari aussi porte des cartons. Il prenait des cartons. Tantôt il prenait des sacs dans le bateau. Il le mettait dans les trains. Tantôt, il prenait des sacs dans les trains, il le mettait dans le bateau. On disait aller transporter du bois. Il dit encore à sa femme, suis-moi calmement. Ils prennent des bois. C'était un très grand port. Je ne sais pas, grand, il y a grand. Et les gens travaillent en silence, ils travaillent à 5 heures juste. Il y a eu une alarme. Pan! Le travail est fini, le train est parti, le bateau aussi est parti. Et il y avait une dame, je ne sais pas si c'est une mamie ou Ata ou Kiki. Tous les gens étaient alignés comme ça, pas de bruit. La dame là venait avec les cartons d'argent maintenant. Il prend, il donnait à chacun, à chacun, à chacun. Arrivé autour de l'homme, l'homme était devant sa femme. Arrivé autour de l'homme, on prend les cartons d'argent, on donne à l'homme. On prend les cartons d'argent, on donne à la femme. On donne à 6 heures juste. Le port est redevenu le salon. Les télévisions étaient là encore, et les chaises, la salle à manger, et tout, et tout, et tout. La femme dit, what? Donc c'est ce que toi tu fais? L'homme m'a dit, ferme ta gueule, je t'avais dit que ça faisait partie de mon travail. Comme tu as vu là, il s'agit de ça. Donc tu es aussi initié. Demain, le soir, à la nuit, 2 heures du matin, quand je veux me réveiller, tu te réveilles aussi, on vient au travail. Donc tout l'argent que tu as, c'est comme ça qu'on te paye. Il dit oui. Et lorsque tu vas en ville là-bas, tu vas, j'aime pas me promener, je cause avec mes amis. C'est la nuit que moi je travaille comme ça. Et lorsque je travaille comme ça, on me paye. Et c'est avec cet argent que tu vas à Dubaï et tout, et tout, et tout. C'est comme ça. Hein. La deuxième nuit maintenant, à 2 heures du matin, l'homme réveille sa femme. Réveille-toi, réveille-toi. La femme aussi se réveille. Elle porte aussi une culotte et une singlet. Le maillot du corps, quoi. Je ne sais pas si on appelle ça aussi de l'autre côté singlet. Le maillot du corps. L'homme aussi porte un maillot du corps et une culotte. Il ouvre le salon encore. C'était encore le port là. Ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé. 5 heures juste, la sirène là est venue, donner encore à l'homme les cartons d'argent et à la femme aussi son carton d'argent. Et ils sont revenus. Et c'est ainsi que la femme a été aussi initiée. Ils sont devenus très très riches. Lorsqu'il est parti chez sa mère, la mère a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as ouvert les salons? Qu'est-ce qui s'est dit? Ah, maman, c'était le travail. Moi aussi, je commence à travailler, c'est avec lui. Ah, maman dit, mais c'était pas... Tu peux pas m'en parler parce que, ah non, maman, non. C'était seulement le travail, il n'y avait rien. Mais il commence à donner l'argent à sa mère. Là. Mais tu es devenu riche comme ça. Ah, je travaille aussi. Mais tu travailles aussi. Moi aussi, je travaille la nuit seulement. Il y a certains ainsi qui sont devenus riches à tous les deux mains. Et voilà quoi, c'était ça ma petite histoire. Les gars, vous connaissez la consigne. Avant même de regarder une vidéo, vous la likez. S'il faut partager, vous partagez. Et vous demandez aux gens qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner à la chaîne.
Merci TMG TV. C'était Bouya, votre frère. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va pas, la grâce de Dieu, juste un peu grippé, mais bon, le plus important, c'est la santé, comme on a coutume de dire. Likons, partageons, commentons, le but ici, c'est de sensibiliser. Merci à toi DMG et longue vie à ton initiative. Je suis l'une de tes fidèles abonnés. Je viens à vous aujourd'hui, pas avec une histoire mystique, mais une histoire qui qui pourra, une fois de plus, contribuer à l'éveil des esprits, si Dieu le veut, bien sûr. Je suis récemment allée rendre visite à un ami, une très bonne connaissance. Pendant que nous étions en train de papoter, il me dit, bon, j'aimerais te donner un conseil. On a pour habitude de vous dire que le dehors est risqué. Le dehors n'est pas bien. L'homme est méchant. L'homme avec grand H est méchant. Mais vous ne croyez pas. Faites attention. C'est vrai que ça se passe à toute période de l'année, mais nous sommes en fin d'année et c'est où le diable a le plus besoin de sang. Il faut faire très attention. Il me raconte donc qu'il a récemment également été avec un ami, une connaissance aussi, qu'il avait appelé d'urgence. Comme il fait dans les véhicules, location et vente de véhicules, il disait que c'était pour un business qui avait un lien, que c'était pour un business lié à ça, autant pour moi. Ils se sont donné rendez-vous. Quand ils se sont vus, le gars lui dit, bon, comme tu es mon ami, je voulais pas manger seul, je voulais un peu te brancher aussi. Je demandais que me brancher sur quoi? Et ça, c'est le courant. Me dit, moi, parle. Il me dit, bon, en fait, il a un grand frère qu'il a vu. Qu'est-ce que le grand frère lui a proposé? Le grand frère lui a proposé de l'argent. Il lui remet une mallette d'argent avec à peu près 15 à 20 millions. Il lui loue un bel appart, il lui achète une belle voiture, un bel appart, une belle voiture, bref, tout ce qui peut contribuer à flasher les femmes, à attirer, ce qui brille, quoi, comme on dit souvent, lui donne de l'argent. En contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il drague le maximum de filles. Il drague le maximum de filles pour les livrer à ce monsieur pour qu'il fasse ses rituels. Quand on parle de rituels, vous voyez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, les crimes rituels, les sacrifices, bref. Donc, c'est un peu dans ça. Il dit qu'il s'est bien assis, qu'il lui a demandé de répéter un peu, il n'a pas compris. Le gars répète la même chose, que le monsieur va nous donner beaucoup d'argent, il nous loue de beaux appartements, et bref, il nous habille, il nous donne tout, voiture, tout, à condition que les filles qu'on va draguer, quand on a une fille, on la blase, ce n'est pas que ça se passe là. On blase la fille pendant un temps, pendant même 1 ou 2 semaines, on donne tout ce que la fille veut. On lui fait tout et tout pour la mettre en confiance que non, elle a trouvé son bon gars, vraiment Dieu au ciel et tout. Et après, pap, il livre la dame. Le gars dit, mais c'est pas possible. Et tu as accepté ce genre de deal? Il lui dit, bon, tant que moi, je ne suis pas mêlé à ça directement. Je dis, non, tu n'es pas mêlé à ça directement. Comment? Le simple fait déjà d'accepter ça. Est-ce que tu sais comment la situation va se retourner demain? Tu ne connais pas. Est-ce que tu sais où le monsieur va te tenir demain? Tu ne connais pas. Ce n'est même pas le monsieur qui fait c'est toi qui fais le travail. Toi, tu ne veux juste pas avoir les mains sales, mais tu les as déjà, étant donné que c'est toi qui vas avec les filles vers lui. Et tu sais déjà, et tu connais leur sort. Est-ce que c'est normal? Quand toi-même, tu peux m'expliquer ce genre de choses, tu veux que je fasse quoi? Que j'accepte, que je... Non, ils se sont séparés. Il m'a dit que
il a coupé les ponts avec cet ami. Parce que rien ne lui garantit également que c'est lui-même qui est parti entrer dans des choses bizarres et qu'il a juste besoin de sang et tout. Donc, et apparemment, ce monsieur, c'est, comme on dit souvent, entre guillemets, quelque chose de la République. Ils sont toutes, c'est toute une organisation. On va pas citer les noms, je vais pas je vais pas beaucoup parler de peur d'avoir des problèmes, donc je vais m'arrêter là. Vraiment, on ne connaît pas les gens. Voilà que c'est un ami à lui qui lui a parlé de ça. Il pouvait même ne pas lui expliquer et le mettre dans une histoire compliquée plus tard. Faisons très attention à nos connaissances, à nos frères, à nos sœurs, même c'est pas parce que nous sommes nés du même ventre que le dehors est mauvais. Les histoires que, oh ma chérie, je peux te déposer, tu montes là. Arrêtons un peu ça. Quand tu as ton argent, quand tu sors de chez toi le matin pour aller travailler, tu sors avec ton argent de taxi, que tu sais que même si ça a cuit, tu peux payer ta moto, tu peux payer ton taxi pour arriver chez toi. Apprenons à nous battre de nous-mêmes et remettons nos vies au Seigneur. Laissons un peu les choses des inconnus là. On ne connaît pas les gens, le monde est devenu bizarre, le monde est à l'envers. Ça a même toujours été comme ça, mais ça va de mal en pis. Vraiment, c'est ma petite histoire, n'a rien de mystique, mais je tenais à la partager avec vous. Bonne journée. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la quatrième histoire. Salut DMJ, salut la grande famille DMJ. Je vais raconter une histoire. Cette histoire-là, c'est pas ma propre histoire, mais j'ai été témoin de cette histoire-là. C'est l'histoire d'un voisin. Et à l'époque, on vivait dans une commune. On avait des voisins qui avaient déménagé. Donc, quelques temps après, on a eu de nouveaux voisins. Donc, dans les causeries, on a remarqué qu'on parlait la même langue. Donc, un jour, le monsieur demande à maman, vous venez de quelle région? Et ma maman a donné le nom de la région, de notre région. Le monsieur dit, mais moi-même, je viens de cette même région-là. Et le monsieur a demandé à maman de quel village on venait. Maman a dit le nom de notre village. Le monsieur a appelé en même temps sa femme. Hé chérie, voilà ta soeur, voilà notre soeur ici. Que moi, mon village, ça c'est le voisin qui parle. Moi, mon village est juste avant votre village. Mais ma femme et toi, vous venez du même village. Donc, ils ont fait connaissance et dans les échanges, ils savaient que ma maman et puis notre nouvelle voisine là étaient parentées. C'était des cousines éloignées. Et donc là est née une très belle relation, hein. Une très très belle relation. On vivait en harmonie. Dans le temps, la maman travaillait à la maison et la tante, la nouvelle voisine, elle se débrouillait quelque part. Donc elle vient, elle rentrait pas tôt. Donc souvent qu'elle vient, elle appelle maman grande soeur parce qu'elle appelait maman grande soeur. Grande soeur, il a fait du riz, hein. Je n'ai pas un peu de sauce là-bas. Parce que souvent aussi son mari n'était pas là. Souvent il partait travailler dans les coins, il n'était pas là. Voilà. Donc on vivait comme ça en parfaite harmonie. C'était intéressant. C'était chic. Donc on était là et puis quelques temps après, ils sont venus nous annoncer que le monsieur a perdu son papa. Donc quand le monsieur perd son papa, ils font les funérailles, enterrement, tout ça. Et la vie a continué comme ça. On était dans notre coin. C'était comme ça, on était dans notre coin en tout cas. Et 2 ans après, le monsieur a commencé à dire à sa femme que mais voilà notre grande soeur. Parce que chez nous, là, quand le papa meurt, c'est le fils aîné qui prend l'héritage et puis lui, maintenant, il gère la famille. Voilà. Mais dans leur cas, là, le monsieur avec une grande soeur, voilà, c'était leur aîné. Donc, elle a refusé même de laisser, je sais pas, cette responsabilité à son petit frère, qui est l'aîné des garçons. Elle a refusé.
Donc, c'est elle maintenant qui gérait les biens du papa. C'est-à-dire que maintenant, c'était pour eux tous. Eux tous devaient profiter de cela. Mais elle seule, elle prenait cet argent-là, ce qu'elle gagnait, elle seule, elle prenait pour gérer elle et son mari et ses enfants. Donc, ça veut dire que ses frères et sœurs, eux ne profitaient rien même, ne touchaient rien, ne voyaient rien. Donc, le monsieur a commencé à se plaindre. Et il a dit à sa femme que lui, il va aller pour qu'il parle de cette histoire parce que ça a duré depuis 2 ans et toujours eux ils parlent, leur grand-soeur ne réagit pas. Donc, lui, il va se rendre au village pour tirer ça au clair. Parce que trop, c'est trop. Lui ne pouvait plus accepter cette situation. Maintenant, sa femme lui a dit, mais chérie, qu'est-ce qui nous manque ici? Hein? Toi, tu travailles. Moi aussi, là, je me débrouille, je travaille un peu. Hein? Ce qu'on a là, il faut laisser, on va construire notre vie avec. On va, qu'on appelle ça même, on va faire nos projets ensemble. Il faut laisser cette histoire d'héritage là. Tout compte fait, sans ça, on mange. Donc, il faut laisser tomber. Le monsieur dit, hey, vous les femmes, avec vos histoires, de laisser tomber quoi? Toi, tu ne trouves pas que c'est foutaise? Hein? Depuis que notre papa est mort, là, même 5 fois, on ne gagne pas. Hein? Même 5 fois, on ne gagne pas. Normalement, là, c'est moi, je suis le fils aîné, là. C'est moi qui devais gérer tout ça. Mais elle ne veut pas. Elle veut gérer et puis elle ne nous donne rien. Moi, seulement, là, cette année-là, je ne vais pas accepter. Je ne vais plus accepter cette situation. Donc, ça c'est devenu palable même entre les deux. Donc, la tante est venue voir ma maman pour expliquer à ma maman que voilà ce que ton frère veut faire. C'est-à-dire que quand il y a querelle entre les deux, quand c'est la femme qui vient expliquer, la femme dit, tu as vu ce que ton frère est en train de faire. Quand c'est le monsieur aussi qui vient expliquer pour lui, tu as vu ce que ta soeur est en train de faire, c'était comme ça. Donc, excusez-moi. Donc, quand la tante est venue expliquer à maman, maman lui a dit, mais il faut continuer à lui dire d'abandonner cette histoire, de laisser tomber cette affaire-là. Parce que ces histoires de lutter héritage là, ça finit toujours mal. Donc, il faut dire à ton mari de laisser tomber. Donc, elle allait dire à son mari, ah chérie, elle insistait toujours, il faut laisser tomber tout ça. Jusqu'à même le monsieur m'était fatigué de cette histoire parce que lui, il ne voulait pas entendre un jour. Donc, il est venu dire à maman un jour, excusez-moi, il est venu dire à maman un jour, faut parler à ta soeur là, faut parler à ta soeur là, qu'elle m'agace, 2 jours là, elle m'en met trop. Elle m'en met trop. Hein? C'est que notre soeur l'a fait là. Le monsieur a commencé à raconter l'histoire. Donc, quand il a fini de raconter, maman lui a dit, mais très sincèrement, si tu n'es qu'à moi seul, tu allais laisser cette histoire-là. Parce que tout compte fait, sans cet héritage-là, vous mangez, sans cet héritage-là, vous êtes bien ici, tu as ton travail, le ciel a son travail, donc il faut laisser cette histoire d'héritage-là, il faut laisser. C'est vrai, vous devez avoir, c'est votre droit. Vous tous, vous devez profiter. Maintenant, si elle ne veut pas vous donner, que elle seule, elle veut bouffer là, que ça reste comme ça, il faut laisser tomber. En tout cas, si tu n'es qu'à moi seulement, hein, tu allais laisser tomber cette histoire d'héritage là. Donc, quand maman a dit ça au monsieur, il n'a pas écouté. Hein. On était là maintenant un jour, il dit à sa femme que à telle date, je vais aller au village pour aller échanger avec ma soeur. On va aller parler de ça avec notre chef de famille, parce que trop c'est trop. La femme a dit à son mari, hé, mari, pardon, il faut m'écouter. Je t'en supplie, écoute-moi. Pour une fois, il faut m'écouter. Cette histoire-là, chaque fois quand tu parles de cette histoire, je ne suis pas tranquille, mon cœur n'est pas tranquille. Je te prie de laisser tomber. Le monsieur a commencé à parler, à insulter sa femme. Oui, vous les femmes là, c'est toujours comme ça. Vous êtes des peureuses. Vous êtes des peureuses, toujours comme ça, elle ne peut rien me faire. Il faut qu'on parte au village pour aller parler de cette histoire une bonne fois pour toutes. Hein? Il faut qu'on parte pour aller parler de cette histoire une bonne fois pour toutes. Il faut laisser tomber. Hein? Le monsieur dit à sa femme, il ne faut plus mettre ta bouche dans mon affaire de famille. Il ne faut plus mettre ta bouche dans mon affaire de famille. Donc, la femme s'est tue. Maintenant, la nuit, c'est-à-dire que la veille du départ de son mari, elle va faire un songe dans lequel elle voit son mari au village. Et son mari est au milieu d'une foule.
Et les gens ont commencé à agresser son mari. C'est comme s'ils ont commencé à attaquer son mari. Et puis, c'est comme s'il il allait au village. Ils ont tendu un piège qu'il est tombé dedans là-bas au village. Il allait tomber dans le piège là au village. Donc, quand sa femme s'est réveillée, elle a dit à son mari, ah, chérie, pardon, faut m'écouter. Voilà le songe que j'ai eu à faire cette nuit. Pardon, annule ton voyage, faut pas partir. Si tu tiens vraiment à moi, si tu m'aimes, faut laisser tomber. La femme a parlé, le monsieur était sur sa position. De laisser tomber quoi? De laisser tomber quoi? Tu ne trouves pas que c'est foutaise? Moi, je vais partir. La femme dit, ah, tu sais quoi? Faut laisser tomber. Je te prie, si tu m'aimes vraiment, la femme a tout dit, tout ce qu'elle pouvait dire pour que son mari change d'avis, tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait, elle a dit. Son mari dit non. Il est resté sur sa position. Il est parti. Donc, il est parti. Ils lui ont donné à soi. C'est-à-dire que c'est une histoire qui était censée se passer en famille. Ils ont envoyé l'affaire là à la place publique. Et à sa grande surprise, il y a les gens qui sont venus l'entourer. À sa grande surprise. Et il est resté au milieu. Il y avait du monde. Donc, lui maintenant, il dit à leur chef de famille là, que mais c'est une histoire de famille. Pourquoi je vois les gens du village voisin? Que si ces derniers-là sont là, on sait qu'on ne va plus parler de cette histoire-là. Leur chef de famille dit non, que pour parler de cette histoire, on a besoin des témoins. Qu'il faut laisser tomber. On va régler cette histoire-là une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Donc le monsieur n'avait plus de choix. Il était assis là, ils ont fini de parler. Donc ils ont fini de parler. Le monsieur dit, ah, nous là, notre papa, il est mort, il n'est plus de ce monde. Il a laissé des biens. Il a laissé des biens, nous tous on doit profiter en tant qu'enfants. Mais notre grande sœur, c'est elle seule qui profite de ce bien. Elle et puis son mari et ses enfants qui profitent de ce bien-là. Nous là, depuis papa et moi, nous on n'a jamais touché même 5 francs, nous autres. Que vraiment que cette histoire-là cesse. Et puis, depuis quand vous avez vu une femme être héritière? Depuis quand? Chez nous, là, quand le papa meurt, c'est le fils aîné qui gère les biens et puis gère la famille. Depuis quand vous avez vu une femme? Donc, ils ont fini de parler, ils disent non, le chef de famille dit non, il faut laisser. C'est-à-dire que le chef de famille était avec la grande sœur du monsieur. C'est-à-dire que les deux étaient déjà entendus avant même que le monsieur ne vienne. Donc, ils ont fini de parler. Ils ne se sont pas attendus même. Et puis, le monsieur est rentré chez lui. Donc, le monsieur est arrivé. Quand il rentrait dans la cour, nous tous, on l'a regardé. On a vu que le monsieur n'était plus le même. Il avait changé. Il avait maigri. En tout cas, il était devenu bizarre. Ses yeux étaient devenus rouges comme ça. Donc, il est venu, sa femme lui a demandé des nouvelles. D'abord, elle lui a donné de l'eau à boire. Elle lui a donné des nouvelles. Mais, aïe, mon mari, il a coupé, tes yeux sont devenus rouges comme ça. Elle dit non, que c'est le trajet, c'est la fatigue. Et puis, je suis un peu enrhumée. Là, c'était la maladie du monsieur qui commençait comme ça. Le monsieur était tombé gravement malade. On l'a envoyé à l'hôpital, ils ont fait les examens, on dit non, qu'il n'y a rien. Même le monsieur n'a même pas parlé même, tout va bien chez lui. Mais le monsieur était mourant, ça n'allait pas. Maintenant, sa femme a commencé à pleurer. Sa femme dit, hé, qu'est-ce que tu es en train de nous faire comme ça? Je t'ai parlé plusieurs fois d'abandonner cette histoire-là, tu m'as pas écouté, tu as vu non. Maintenant le monsieur dit à sa femme, et voilà, ok, je suis partie là, que je suis partie au village là. Ton songe que tu avais eu à la veille de mon départ là, ça s'est réalisé là-bas. J'ai vu tout ce que tu m'as raconté dans ton songe là, moi j'ai vu ça là-bas. Ma femme, vraiment, pardonne-moi. Donc ils étaient là comme ça jusqu'à puis le monsieur est mort. Ma femme a pleuré. En tout cas, ça nous a touché, nous tous. C'était la tristesse totale. Le monsieur qui était bien portant. Et puis, au bout de 1 mois, comme ça, le monsieur meurt comme ça, d'une façon mystérieuse. Vraiment, c'était pas facile.
ça faisait vraiment pitié. Donc, moralité de l'histoire, chers frères, chers papas, je vous demande pardon. Écoutez souvent vos femmes, écoutez souvent nos mamans. Je vous en supplie. Parce que si ce voisin-là, il écoutait un peu sa femme, s'il écoutait un peu sa femme, je vous assure que il n'allait pas mourir aussitôt. Il n'allait pas mourir aussitôt. Vraiment, écoutons nos femmes. Il y a souvent, il y a des hommes qui disent, moi là, si j'écoute ma femme là, c'est comme si c'est elle qui porte la culotte, c'est comme si c'est elle qui me commande, c'est comme si c'est elle qui me dirige. Ça n'a rien à voir avec. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme, pour qu'elle soit une conseillère pour l'homme. Et puis souvent, là, il y a des situations qui veulent arriver, ou bien il y a des situations qui doivent arriver dans la vie de couple. Mais Dieu montre ça à la femme. Maintenant, toi, l'homme, si tu sais écouter ta femme, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Il y a beaucoup de choses que tu vas échapper, vraiment. C'était ma petite histoire. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la famille DMG, j'espère que tout le monde se porte bien. Je viens vous conter une histoire, je vais l'intituler Une visite surprise au village paternel. Dans les années 2003, nous décidons d'aller rendre visite aux parents de notre père dans son village. Déjà, il faudrait que vous sachiez que nous sommes issus de 2 pays différents. De l'Afrique de l'Ouest, papa, de l'Afrique centrale, maman. Donc, moi, je suis rentrée avec mon époux en 2000 au pays de mon père, puisque mon époux est du même pays que mon père. Donc, en 2003, ma sœur aînée décide de venir me rendre visite. Déjà sur place, j'avais ma petite sœur. Nous avions une petite sœur qui vivait déjà dans le pays de notre père. Donc moi, j'étais la deuxième et l'autre venait nous rendre visite. Et quand elle arrive, elle décide, elle dit, écoutez, qu'est-ce que ça vous dit, les filles? Ça vous dit qu'on aille faire une petite surprise aux parents de notre papa. Mais on fait la surprise même à papa, on ne dit rien. C'est quand on sera au village qu'on va l'appeler et lui dire que nous sommes à son village, dans son village. Je dis, d'accord, pas de problème. Moi, ça me disait rien. J'avais mon 3e enfant qui allaitait. Il avait 1 an et moi, je pense. C'est comme ça, nous décidons, nous louons un véhicule, une 4x4, Land Cruiser. Et quand nous avons décidé, mon époux me dit, tiens, comme toi tu vas au village de ton père, on y va, je vais vous accompagner. Ma sœur était venue avec son petit ami. Et ma petite sœur qui était avec moi dans le pays de notre papa, elle était mariée, mais elle est venue toute seule. Et c'est comme ça que 2 amis à mon époux, que nous avons connus dans notre pays, du côté pays de notre maman, c'est aussi des gens du même pays que notre papa, décident de nous suivre. Ils disent, écoutez, tiens, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, maintenant qu'on s'est retrouvés, on va vous accompagner. Parce qu'on avait besoin des gens aussi pour conduire, parce que c'était long le voyage. Tous savaient conduire, sauf moi, bien sûr, et ma petite sœur. Donc voilà, on prend la route, mais au passage, il faut que je dise, le Benjamin de notre papa, le dernier de ma grand-mère, qui est le petit frère de mon père, il était venu en ville pour quelques jours. Et c'est comme ça, on décide, il était là, on profite de l'occasion, il dit, tu nous accompagnes, on va au vide, mais tu ne dis à personne. Il dit, d'accord, pas de problème. Et c'est comme ça, nous prenons la location, et puis voilà, nous décidons un jour, nous décidons de partir un jeudi matin. On s'est dit, on fait un aller-retour, on part, et puis on revient le lendemain. Donc, nous partons de la capitale, je crois, aux environs de 11h midi, parce que nous sommes partis de la maison à 8h.
Mais nous sommes restés à tourner, à faire les petites courses pour les amener, les boîtes de conserve, le sucre, le lait, tout ce qui va avec, qu'on amène au village. Donc nous avons réellement démarré pour le village à 11h parce que aussi, voilà, bon, nous avons démarré, on s'est arrêté à chaque fois pour se soulager. Et puis on avait des coupés-coupés, on s'est arrêté pour manger de la viande, des coupés-coupés. Et voilà, à chaque fois on s'arrêtait pour faire la prière. Bon, c'est comme ça, nuit tombée. Nous voilà dans la brousse, voilà, tranquille. Le chauffeur, il connaissait très bien la route. Notre tonton, pareil. Et voilà, nous y allons, on avance. Un moment, on se rencontre au bout de 18h. Le chauffeur commence à tiquer, mais il ne nous dit rien. Mais moi, je l'observe. Il tique un peu, il descend, il gare, il descend de la voiture, il regarde à gauche, il regarde à droite, il va derrière le véhicule, il regarde. Bon, sans plus. Il revient, il monte, et puis on continue. Et à cette époque, il y avait le rallye Paris-Dakar qui passait par qui part pour Dakar, il faisait Mauritanie et autres, voilà quoi. Mais je dirais pas le nom du pays de mon père. Et on croisait des chauffeurs du Paris-Dakar, d'autres les voitures ont fait tonneau, d'autres voici, l'autre a le bras cassé. Nous, voilà, on continue notre chemin tranquille. Quand ils veulent s'arrêter pour demander qu'est-ce qui se passe, moi je suis une grosse peureuse et j'aime pas trop, je suis pas curieuse, j'aime pas la curiosité de toujours aller savoir ce qui se passe. Quand quelqu'un fait un accident, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je suis pas là. Parce qu'on sait jamais, on ramasse, on prend balle perdue. Le plus souvent. Donc c'est comme ça. Nous y allons. On continue. Je dis non, ne descendez pas, on y va, il se fait tard. Et là, quand je vous parle, on est à 22h. On continue, mais je tiens à vous signaler que de la capitale au village de mon père, si c'était trop, c'était 8 heures de trajet. 8 heures de trajet avec les arrêts que nous faisions pour nous soulager et faire la prière. 22h, on arrive, on roule. Le chauffeur, il descend encore, il regarde, il dit non, mais tiens, ça c'est pas. Je regarde, il descend. Maintenant, ma soeur lui pose la question quoi? Qu'est-ce qu'il y a de perdu? Tu ne retrouves pas la route? Il dit non. Mon oncle lui dit non, nous sommes dans la bonne voie. On continue. Ça papote entre nous dans la voiture, mais moi, grosse peureuse de mon état, mais je ne montre pas que je suis un peu inquiète. Donc, on continue. J'ai mon bébé à la main, et puis voilà. Un coup, il mange, je lui donne à manger. Un coup, je le passe à son papa. Le papa, il se baladait dans les bras de tout le monde pour m'alléger un peu. Donc, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin. C'est à partir de 2h que nous commençons à nous inquiéter un tout petit peu, mais personne ne dit rien. Chacun assis. Minuit, 2h du matin. À partir de 2h du matin, c'est là où on commence à voir des choses étranges sur la route. Un premier temps, j'étais pas la seule à l'avoir vu parce que j'ai pensé que moi aussi je délirais un moment. Un premier temps, on voit un cheval et un monsieur dessus, un cavalier, on voit pas le visage. Moi, j'ai baissé juste ma tête. J'ai baissé ma tête pour ne pas regarder deux fois parce que je suis grosse peureuse. Et je n'avais pas remarqué que les autres aussi, ils avaient vu, mais ils n'ont rien dit pour ne pas faire peur. Nous avançons. Un moment, on voit un lièvre qui sort de nulle part, qui se met sur la route avec une grosse lumière. C'est comme si on avait mis une ampoule sur la route. J'entends juste ma soeur qui dit Elle fait ce petit bruit. Moi, je ne dis rien, je reste toujours ma tête baissée. Je regarde personne, je fais croire que je suis en train de somnoler. Mon mari ne dit rien, il me demande Toi, ça va? Je dis oui, ça va. Et je fais semblant de ne pas voir. 2. Troisième fois, le lièvre qu'on a vu, on le revoit quelques kilomètres plus tard en train de faire des grimaces, c'est-à-dire un coup il grandit, un coup il répète, un coup il grandit, un coup il se raccourcit. Ah là, c'est là où tout le monde a paniqué. Tout le monde dit seulement. L'autre me dit,
Et mon mari me dit, hey, moi je ne suis jamais allé au village de mon père. Hein. Maintenant, moi je suis à cause de la femme, je suis maintenant après toi pour aller voir n'importe quoi sur la route, des trucs bizarres. Donc moi pour envoyer, je dis, quel truc bizarre toi tu vois sur la route là? Ma soeur dit, hey, je ne dis pas moi, elle me dit, hey toi, reste tranquille. Toi-même tu sais qu'il y a des trucs étranges qui se passent sur la route. Mon oncle il dort, pépère. Il n'a pas de souci. Il roupille jusqu'à ce qu'il ronfle. Il était devant. Nous étions tous derrière. C'est là où l'ami à ma soeur dit, écoutez, nous sommes tous ici des musulmans. Allez, on va commencer à faire des prières. Ben, on continue. Arrivé devant, on se retrouve encore. Ça, si je vous parle, à partir de 4 heures du matin. Entre 2 heures et 4 heures du matin, on tourne en rond, on tourne en rond. On revoit le monsieur sur le cheval. Et là, cette fois-ci, quand on le voit arriver, par le passé, quand on l'a vu la toute première fois, on l'a dépassé. Mais cette fois-ci, c'est lui qui venait en face de nous. Le chauffeur dit, merde. Il dit, il faut qu'on se mette tous à prier, parce que là, ce n'est plus bon, là. C'est là où mon oncle se réveille, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il dit, ah, on vient de voir un monsieur, un cavalier sur un cheval. Il dit, allez-y, n'ayez pas peur, c'est rien. On continue. Quand c'est 4 heures du matin, on tourne, on dépasse le poste de police, on s'en va. Mon oncle dit non, le village il est devant, on va traverser un village Peul, traverser un village Peul et derrière il y a le village. On s'en va. L'oncle descend du véhicule, il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit pas de village, il demande d'éclairer. On ne voit rien que la brousse, que la route, la terre pleine. Il dit non, ça c'est pas normal. Pourquoi normalement c'est par ici? Le chauffeur dit bon, allons-y, revenons au poste de police, on va se renseigner. On demande au poste de police, le policier nous dit mais non, mais c'est à quelques mètres de là, c'est pas loin, le village est là, et puis c'est derrière le village que vous cherchez. On s'en va, on revient, on trouve pas le village, on s'en va, on trouve pas le village, on revient au poste de police. Poste de police, le monsieur, il dit, mais le village est à côté. C'est là, ma soeur lui dit, mon frère, si vous pouvez nous aider, vous venez avec nous, on va poster quelqu'un à l'entrée du village, on revient vous déposer pour qu'on puisse retrouver l'entrée du village Peul. Le monsieur, il est un peu hésitant, il a un peu peur. Ma soeur dit, non, ne t'inquiète pas, si tu veux, je vais te payer, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Ils montent à deux. On se sert, hein? Ils montent à deux. Donc, ils viennent, on se trouve devant le village Peul. Il nous amène jusqu'au village Peul. Maintenant, au village Peul, il dit, ma soeur dit, parmi vous qui descend pour attendre, 2 personnes peuvent descendre et attendre. C'est comme ça. Les 2 amis à mon époux, ils descendent juste au village Peul pour que on puisse partir et revenir les trouver. Retrouver le chemin. On revient déposer le monsieur au poste de police. Nous voilà qui repartons. Mais ça a trouvé qu'il y avait une tension dans le véhicule, pas possible. C'est-à-dire que nous étions tous sur les nerfs. Nous étions fatigués. C'est comme ça, maintenant, il faut repartir pour retrouver ces 2 gars à l'entrée du village Peul. On se perd encore. On ne les retrouve pas. On cherche, on tourne en rond. C'est là mon oncle dit, non, ça dort, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il demande, est-ce que vous avez dit à votre père que vous venez voir dans son village? Ma soeur lui dit, oui, on a dit à papa. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, on a dit à papa. Donc c'est comme ça. Nous sommes restés à tourner. Quand on dit oui, on a dit à papa, alors qu'on n'a jamais dit à notre papa. C'était une surprise pour tout le monde. C'est là maintenant, il a dit, bon, si on ne trouve pas ces gars, ils sont quelque part là, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc mon oncle a sorti, il avait un petit couteau. Il a sorti le petit couteau et c'est là où il allait couper une herbe quelque part à côté. Il allait couper l'herbe.
Et il est revenu. Il a dit, retournez au poste de police et vous revenez. Si vous allez revoir les deux garçons. Donc, on tourne pour revenir au poste de police. Les policiers, mais qu'est-ce qu'on n'a pas retrouvé nos deux amis que nous avons laissés devant le village? Puis il dit non, c'est pas possible. Le monsieur encore remonte dans la voiture parce que ma soeur lui avait donné 20 000 francs. Il dit, ok, revenez, allons-y, je vous accompagne. Il demande à son collègue, bon, maintenant viens, on va les accompagner. Tu prends le véhicule, on se met devant, il vient derrière. C'est comme ça, nous arrivons. Nous trouvons les deux bons messieurs debout. Je vous assure qu'il n'y avait même pas 3 mètres entre mon oncle et les deux amis à mon époux que nous avons laissés à l'entrée du village. Donc, quand nous éclairons, nous voyons notre oncle. Et puis, quand nous éclairons encore bien, c'est comme ça, on voit les deux autres. Mais moi, mon oncle ne les voit pas. Mon oncle ne les voit pas. Et c'est comme ça. Le monsieur nous a dit, allez-y, nous accompagner jusque encore devant les deux amis, devant l'entrée du village. Il dit, bon, on va vous éclairer. Maintenant, vous pouvez partir. Mon oncle lui dit, non, c'est bon. Comme nous sommes déjà à l'entrée du village, le village Peul, il n'y a pas de problème. Vous pouvez repartir. Tout le monde remonte dans le véhicule. On dépasse le village Peul. Entre le village Peul et le village de mon père, il y a un fleuve qui traverse. Pendant la saison des pluies, vraiment, c'est vraiment un fleuve. Mais pendant la saison, l'harmattan, il n'y a pas assez d'eau. Donc, on peut traverser même à pied le fleuve. Nous sommes au niveau du fleuve. On est clair, mais on ne comprend rien. Le chauffeur ne comprend rien. Mon oncle dit, mais attendez, vous êtes sûr que vous avez dit à votre papa que vous venez dans son village? Ma soeur dit, oui, nous avons dit à papa. Mon oncle me regarde. Je dis, moi, je n'ai pas parlé avec papa. Hein. Voilà celle qui a parlé avec papa. Elle a dit, oui, elle a dit à papa. Mais moi, consciencieusement, je savais que c'était faux. Mais maintenant, là, c'est trop tard. C'est à tombeau ouvert. Mon mari me regarde. Avait l'air de dire, toi, tu n'as pas l'habitude de mentir. Maintenant, qu'est-ce qui te fait mentir aujourd'hui? J'ai dit, j'ai juste fait, allons seulement, toi, tu n'as rien à dire. Tu me suis. C'est tout. C'est comme ça. Mon oncle est resté, il a réfléchi. Maintenant, l'ami de ma grande sœur, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le courant. Il dit, bon, attendez, on se donne 2 minutes, on se donne 10 minutes. Dans 10 minutes, si on ne retrouve pas le village, on retourne à la capitale. Donc, nous sommes restés là, à pas. On parlait de tout. Mais la tension était vraiment insupportable dans la voiture. Donc, pour un oui, pour un non, on haussait la voix. Quelqu'un va te poser la question. Pendant les 10 minutes, il y avait une tension pas possible. Moi, je ne parlais plus. J'étais là seulement. Je regardais tout le monde tellement j'avais peur dans mon cœur. Je me disais, ça y est, on ne sait pas où est-ce qu'on se retrouve. Mais je ne voulais pas faire savoir aux autres que j'avais peur. Donc, moi, je ne parlais pas. C'est là ma grande soeur m'appelle. Elle me dit, madame, toi, tu ne parles pas. Je dis, madame, parce que je ne veux pas donner mon prénom. Elle me dit, madame, toi, tu ne parles pas. Je dis, C'est comme ça que je réponds. Je dis, Donc, les 10 minutes sont arrivées. Il dit, bon, au chauffeur, tu montes, passe-moi le volant. Tu me dis seulement qu'est-ce qu'on fait. Il dit, papa, le chemin, c'est quoi? C'est tout droit ou bien on prend à gauche ou bien on va à droite. Mon oncle dit seulement, c'est tout droit. Je vous assure que nous n'avons rien compris. Mon beau-frère a pris le volant. C'est comme si tu tournais la tête de gauche vers la droite et voilà le village. Et le village, nous arrivons au village à 5h et quelques. Quand nous rentrons dans le village, il s'avère que c'est la descente de la mosquée, c'est-à-dire la prière du lever du jour est finie. Donc, quand nous mettons pied dans le village, nous arrivons dans le village, c'est là où nous attendons l'imam dire la fin de la prière, c'est-à-dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est comme ça que nous arrivons à voir le village. Nous sommes arrivés,
Et voilà, nous arrivons au village, on klaxonne. C'est là où le jumeau, j'ai oublié de vous omettre que mon père était jumeau. Le jumeau de mon père, il sort, avait l'air de dire, mais avec des lumières, les gens dans la maison, dans la famille, la cour, ils se disent, mais c'est qui vient à cette heure-ci comme ça, sans que nous sachions, nous n'avons pas été prévenus de l'arrivée des étrangers. C'est comme ça. Mon oncle lui dit d'abord, non, vous me laissez descendre en premier. C'est là, il dit à son petit frère, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu reviens, tu ne nous préviens pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vous ai amené des invités, c'est une surprise. Et c'est là, il ouvre la portière, il nous dit, descendez. Il nous dit, nous, d'abord, les enfants de notre père. Il dit, je t'ai amené des enfants. Il dit, quel enfant? Il dit, il nous appelle par nos prénoms. Je vais dire, il va dire Fatmata, il va dire Djeneba, il va dire, comment on appelle ça, Bintou, vous descendez. Il comprend rien, il dit, ce sont les enfants de qui? C'est quand on descend du véhicule, maintenant, toutes les trois. Moi, j'ai mon bébé, hein, là, mais mon époux dit, donne-moi mon enfant. Si tu vas aller mourir chez tes parents, vas-y, donne-moi mon enfant. C'est comme ça. Il prend son enfant. Moi, je descends du véhicule. Toutes les trois, nous venons vers le jumeau de notre papa. Il ne nous avait jamais vus, il ne nous connaissait pas. On se tourne vers lui et puis il dit, je t'amène les enfants de ton frère jumeau. Les voilà. C'est comme ça, mon oncle a crié, les gens du village ont crié. Depuis combien d'années que votre père est parti de ce village, il n'est jamais revenu. Il est reparti quand même une fois. On l'a plus revu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci. Ils ont commencé à crier dans le quartier. Les enfants de tel sont arrivés. Les enfants de tel sont arrivés. Le jumeau de mon père, il est là. Dieu merci. Je ne pensais pas un jour voir les enfants de mon frère, de mon jumeau. C'est. Hey! Le village. Et voilà le jour qui s'élève. Dans toute cette histoire, nous avons fait, donc sur place, séance tenante, c'est là où nous aussi nous appelons notre papa. Ma soeur appelle notre papa pour lui dire, papa, il devine là où nous sommes. Il dit, comment tu veux que je devine? Je sais que tu es dans mon pays et voilà, tu es avec ta soeur, tu es allé voir ta soeur et autres. Il dit, oui, mais on t'a fait une surprise, on n'a pas voulu te dire, donc nous sommes quelque part. Attends, je te passe quelqu'un qui veut te parler. Et c'est comme ça, mon père, ma soeur passe le téléphone au jumeau de notre papa. C'est là il dit à son jumeau, merci beaucoup de nous avoir envoyé les enfants. On ne pensait pas un jour dans ce village voir tes enfants. Mon père a crié. Il dit, les enfants là, vous voulez me tuer? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas sans me prévenir? C'est là où le jumeau a dit, non, ils sont bien arrivés, sains et saufs, il n'y a pas de problème. Je vais être un peu long parce que c'était vraiment avec beaucoup de nostalgie. C'était vraiment, je ne sais même pas comment vous dire, même quand je vous raconte ça, j'ai encore de l'émotion. C'était avec beaucoup d'émotion. Il dit, tous les villageois sont venus, même les gens qui n'ont aucun lien de parenté avec nous, tout le monde. En un rien de temps, 1 heure de temps, la cour familiale, la maison de mon grand-père était envahie par le monde. Envahi par le monde. Ce qui veut dire des gens venaient. On dit c'est des enfants. Ils disent non, c'est pas possible. On ne pensait pas pouvoir voir les enfants de ce monsieur ici. C'est pas possible. On ne pouvait pas. Non. Et notre frère, et notre ceci, et notre cela. Quand est-ce qu'ils pensent venir nous voir? Moi, je dis non, il viendra. Papa, il viendra. Ne vous inquiétez pas. Il viendra un jour. On ne sait pas quand il décidera de venir. Mais il viendra un jour. Les deux frères ont parlé, mon père et son jumeau, ils ont bien parlé, les deux ont pleuré au téléphone. Et voilà, le de Benjamin était à côté, lui, il était le roi, il est content, il a amené les enfants de son frère, voilà. Et donc, c'est comme ça. La suite, asseyez-vous bien. Après là, tout le monde, voilà, les gens se sont dispersés, ils sont partis vaquer à leurs occupations. Et c'est comme ça que nous décidons d'aller nous coucher un peu. Ils disent non, rentrez vous reposer parce que vous n'avez pas dormi dans la nuit. Voilà. Donc c'est comme ça. Le petit frère raconte au grand frère ce que nous avons traversé toute la nuit. Il dit nous sommes perdus. C'est là il insulte son petit frère. Il dit tu n'as même pas honte. Comment toi tu peux prendre les enfants de ton frère? Sachant que leur papa est parti depuis plus de 30 ans de ce village. Comment tu peux prendre les enfants de ton frère et venir comme si tu allais au marché?
Il dit, si ces enfants-là auraient eu un problème, tu savais que ton frère n'allait jamais te pardonner ça. Et il allait venir te gorger ici, là. Il allait revenir seulement pour te gorger, toi. Tu n'as même pas honte. C'est comme si toi, on ne t'a pas inculqué une éducation, on ne t'a pas inculqué des connaissances. Il dit, ah, mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il lui a appris, il ne comprenait rien. Nous sommes perdus, sinon nous sommes arrivés, il y a belle lurette, mais nous avons pris trop de temps, nous sommes perdus, on a cherché l'entrée du village. C'est là, il dit, mais c'est normal que vous ne trouvez pas le village. Pourquoi? Parce que quand le papa de ses enfants est parti de ce village, c'est sa maman qui l'a sorti du village parce que les gens du village voulaient le tuer. Et quand il partait, c'était dit qu'il ne devait plus revenir ni sa descendance. Et pourquoi, toi, sachant tout ça, tu vas te lever avec les enfants d'autrui comme ça là et venir avec eux dans le village sans prévenir, même si les enfants te disent de ne pas dire, mais au moins tu pouvais nous mettre dans la confidence ou bien dire au papa, oh non, mais c'est là où ma grande sœur a dit, si on aurait dit à papa qu'on venait ici, papa n'allait jamais accepter qu'on vienne. Et tenez-vous pour, quand on arrive dans le village, j'ai une sœur qui a les esprits et c'est comme ça, une fois que la foule s'est éparpillée, ma soeur s'est levée qu'elle va prendre sa douche. Elle est allée dans la salle de bain. Bon, vous connaissez les douches du village. Elle prend de l'eau, le seau d'eau bien. Elle va se dire qu'elle va prendre sa douche. Quand elle fait un coup d'eau, deuxième coup, voilà, elle tombe en transe. Et finalement, c'est une dame qui parle, qui dit, ah, Dieu merci. Oh là là, on ne savait pas. Oh, je suis contente aujourd'hui. J'ai gagné aujourd'hui. J'ai gagné. Aujourd'hui, je vois mes petits-enfants qui sont venus fouler le seuil, la terre de leur père. Nous pensons qu'ils étaient perdus, ces enfants. On n'allait plus jamais avoir la descendance de notre fils dans ce village. Et c'est comme ça, nous avons tous été étonnés. À cause de cette phrase, je vous dis, nous n'avons pas mis du temps. Nous avions prévu de passer une nuit. Mais je vous assure que le jour s'est levé à 18 h. Nous avons pris le chemin du retour parce que nous avons décidé de ne pas dormir dans ce village. Et après, notre papa, en cachette, quand ma soeur a fini de parler, il a fini de parler avec ses frères, il a dit à ma soeur, je vous avais intérêt à déguerpir de ce village. Ne passez pas la nuit dans ce village, vous dégagez. Et c'est comme ça, on s'est fait passer le mot comme ça. On a dit, bon, nous, on retourne. L'oncle n'a pas voulu nous laisser partir. On a dit, rien, on ne dort pas ici. Donc, mon mari était obligé de dire, non, 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 j'ai une urgence. C'était juste un aller-retour. La prochaine fois, on va revenir. Et c'est comme ça que nous rentrons chez nous. Le retour était calme et nous sommes arrivés. Nous avons fait le trajet en 6 heures au lieu de plus de 10 heures de trajet. Merci. Désolée pour la longueur de l'histoire, mais voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Salut DLG. Je suis ivoirienne, ça fait un bon moment que j'ai reçu. Je vais vous expliquer une histoire un peu bizarre qui fait pitié. En fait, il y a un petit dans mon quartier. Ici, à Abidjan, je dis déjà, je suis ivoirienne. Il y a un petit Abidjan ici. Lui, un petit de 8 ans. Un petit de 8 ans, il est au CE2. Maintenant, dans sa classe, il y a une de ses voisines qui mange des chips. Et puis, il lui a demandé, est-ce que je peux avoir aussi? La fille dit que oui, il n'y a pas de problème. La fille lui a donné des chips, au moins 5 morceaux de chips à l'eau, elle lui a donné au moins 5. Comme ça, maintenant, la nuit, le petit a fini de manger, il a allé dormir, la fille, bon, je ne sais pas si c'est un rêve, genre, on peut dire, tu as couché, mais tu vois, mais tu ne peux pas te lever. La fille vient dans son sommeil pour dire que ma viande, je t'ai donné, je suis venue pour que tu me rembourses. Mais il dit, mais c'est quelle viande tu m'as donné? Aujourd'hui, c'est chips qui m'ont donné. Si tu veux des chips, je vais acheter une fois à l'école demain matin. Je vais acheter plus de donner. Il va dire non, que ma viande est donnée, que ta mère était donnée, que tu me rembourser. Le petit dit non, que moi je ne comprends pas.
Pouf, elle a disparu. Le petit s'est réveillé, il a commencé à crier. Les parents sont venus lui demander. Il dit non, il n'y a rien, qu'il a rêvé. Donc les parents disent non, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'il laisse. Chaque nuit, elle venait harceler le petit qui a. Qu'est-ce que tu vois que tu ne veux pas rembourser ma viande qu'il faut donner ta soeur. Il faut donner ta soeur. Là, elle a harcelé le petit jusqu'à le petit ne sait pas ce qu'il va faire. Le petit a dit ok, si tu veux, vous prendre. Donc lui, c'est dit ça comme ça. C'est dit ça comme ça. C'est pas que c'était un truc que j'ai a donné la vie de sa soeur comme ça. Elle a dit ok, pourquoi? Le lendemain, les gens se réveillent. On va dans la chambre de sa petite, on tape la petite ne se réveille plus. Elle a perdu la vie. Les parents commencent à pleurer. Ils ont enterré la fille. Un mois après, elle revient. Puisque tu donnes 5 morceaux, que tu as remboursé une partie, il reste encore 4 parties. Faut donner quelqu'un encore. Je s'est dit, moi je comprends pas. Je te donnais ma petite soeur, tu reviens encore, que tu te donner quelque chose encore. Que moi c'est. Il dit non. Surtout elle dit non, que si tu donnes pas quelque chose, c'est toi-même on va prendre. On met ta maman, on va prendre. Il dit non. C'est ça, je te donne mon grand frère. Il a pris, elle a pris au moins le grand frère. Pareil, les jeunes se portaient bien, sont allés dormir le lendemain, ils sont dans sa chambre, les jeunes ont perdu la vie, les parents commencent à pleurer, qu'est-ce que nous arrive? Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos familles, on ne sait pas. Un mois après, la jeune fille revient encore, et cette fois-ci, il faut donner ta maman. Le petit dit non, que je ne peux pas, vous m'avez demandé ma petite soeur, mon grand frère, je vous ai donné, qui peut revenir encore, et vous voulez maman, que non. C'est ça, moi-même, je donne mon pied. Le petit a donné son pied. On se sénérique là-bas, ils ont mangé. Maintenant, en réalité, ici, en partant à l'école, le petit est tombé, une petite plaie, seulement qui vient du petit a commencé à s'élargir de jour et en jour. Donc, ils sont allés à couper le pied du petit. Mais la plaie ne finit pas. La plaie ne finit pas. Ça, ses parents commencent à dire que tu es notre enfant, que tu sais que tu es dans la sorcellerie, parle-nous. Parce que nous, on est fatigués de se soigner. À la longue où on va, on est obligé de tomber, on est obligé de mourir. C'est là le petit commençait à tout expliquer que tant, il y a une camarade dans l'école, c'est elle qui m'a fait, c'est moi j'ai donné ma petite soeur, c'est moi j'ai donné mon grand frère. Bon, la morale de l'histoire, c'est pour dire aux parents, conseillez bien vos enfants pour ne pas qu'ils puissent demander des trucs à l'école. En fait, c'est la morale de l'histoire, quoi. Conseillez bien vos enfants, ne demandez pas des trucs à l'école, même au quartier, ne demandez pas. Qui ne savent pas qui est qui. La sorcellerie, ce n'est pas qu'au village, ça se trouve en ville aussi. Merci DRG. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.